Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal au sommaire. La RDC et le Rwanda ont promis, selon le département d'État américain, d'entamer l'application du plan harmonisé de la paix à partir du 1er octobre. Ce plan harmonisé implique la neutralisation par le Congo des FDLR et le retrait par le Rwanda de ses troupes déployées en terre congolaise. L'épidémie d'Ebola continue de faire ravage en RDC, cette fois-ci avec l'arrivée d'un bateau en provenance de Kinshasa au bassin Koussou, transportant 192 passagers avec à son bord 3 décès et 16 cas confirmés de choléra. À l'international, la transformation numérique, considérée comme levier clé de développement socio-économique par les pays africains pour les prochaines années, il mise particulièrement sur des partenariats internationaux pour l'atteinte de leurs objectifs. Le développement de tous ces éléments, c'est dans ce journal. Bienvenue à nouveau. Commençons avec cette information en brève. Fortune diverse pour les membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par des pétitions. Alors que Caméré et Inamizi ont jeté l'éponge il y a quelques jours, le rapporteur Jacques Joly, la questeure Chimène Polypoli et son adjointe Grace Nehema restent au bureau de la Chambre basse du Parlement. Ils ont été sauvés à in extremis avec une plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission spéciale mise en place pour étudier ces pétitions. Présidée par le député Peter Kazadi, la commission a estimé que les accusations portées contre les 3 membres manquaient de fondement. Autre chose, la RDC et le Rwanda devraient mettre en application les engagements opérationnels pris dans le cadre de l'accord de Washington. Selon le département d'État américain, les 2 pays ont promis d'entamer l'application du plan harmonisé de la paix à partir du 1er octobre. Ce plan harmonisé implique d'une part la neutralisation par le Congo des FDLR et de l'autre le retrait par le Rwanda de ses troupes déployées en terre congolaise. Patrick Ilonga. Le 1er octobre, c'est une nouvelle étape annoncée entre Kinshasa et Kigali. La RDC et le Rwanda et les États-Unis d'Amérique ont arrêté cette date pour lancer la mise en œuvre du concept des opérations qui prévoit la neutralisation des FDLR mais aussi la levée de mesures dites défensives prises par le Rwanda. Cette échéance a été fixée lors de la réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire le 17 et 18 septembre à Washington, en présence également du Qatar, du Togo et de l'Union africaine. Washington en a présenté le 25 septembre le principal résultat. Celui-ci estime que les États-Unis d'Amérique ont réussi à maintenir un cadre d'échange entre Kinshasa et Kigali depuis le 27 juin, date de la signature de l'accord de paix. Pour le reste, le chemin a été difficile. La principale difficulté résidait dans les divergences d'interprétation de l'accord. La levée des mesures dites défensives par le Rwanda doit-elle intervenir en même temps que les opérations de neutralisation de FDLR?
À qui revient la responsabilité de traquer ces combattants? Comment agir contre les FDLR présents dans les zones contrôlées par le groupe politico-militaire AFC M23? Et surtout, quand commencera réellement la lutte contre ce groupe armé? Une deuxième session houleuse de discussion a ainsi donné lieu à des fortes divergences. Pour la partie rwandaise, les FDLR compteraient entre 2000 et 3000 combattants au nord et au sud Kivu. Kigali a ajouté que ces mesures dites défensives se trouvent en dehors du territoire congolais, ce que conteste Kinshasa. Aussi, pour les autorités congolaises, le FDLR serait plutôt 1500 combattants. La délégation congolaise a présenté un plan de neutralisation impliquant l'AFC M23 et le Rwanda. Kigali refuse, estimant que ce plan relève uniquement de la responsabilité congolaise, selon les documents consultés. En retour, Kinshasa a exigé que le Rwanda présente un plan pour la levée de ces mesures dites défensives. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir capturé 2 terroristes ADF en Ituri. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Mwandiavita, indique que l'armée congolaise a également récupéré des armes et munitions de ces terroristes que les FARDC traquent ensemble avec l'armée ougandaise. L'annonce de cette performance a été faite au cours du Conseil des ministres ce vendredi. Didier Ulunga pour le commentaire. Les opérations de défense militaire sur terrain restent positives en République démocratique du Congo, selon les rapports de la situation sécuritaire présentés par le vice-premier ministre en charge de la défense, précisément dans les lignes de front sous occupation des rebelles des AFC M23. Les forces de la RDC ont capturé des terroristes ADF et ont récupéré les munitions et armes dans cette opération conjointe entre l'armée ougandaise et les FARDC. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté la situation sécuritaire et les opérations de défense sur le terrain, particulièrement dans les lignes de front dans le nord Kivu et le sud Kivu. Face aux menaces de l'ennemi, les FARDC sont en alerte et restent déterminés à répondre avec rigueur à toutes les attaques de l'ennemi pour défendre le territoire national. En ce qui concerne les opérations de traque contre les terroristes ADF, la pression militaire exercée par les FARDC avec l'appui de l'armée ougandaise a permis l'arrestation de 2 terroristes ADF ainsi que les dépendants de l'un des leaders terroristes. Elle a également conduit à la récupération de plusieurs armes et munitions appartenant à ces terroristes. Notons par ailleurs que Kampala et Kinshasa, en concertation, avaient lancé une opération militaire en République démocratique du Congo contre les forces démocratiques alliées ADF, responsables des massacres des civils. L'opération conjointe contre les ADF est en cours depuis bientôt 4 ans. L'armée congolaise et ougandaise affirment avoir réduit les capacités de nuisance de ces terroristes. Toujours en matière de sécurité, un seul objectif et un seul moral, rien que la défense de la patrie et la protection des populations et leurs biens. Voilà le gros du message lancé jeudi 25 septembre à la chefferie de Bahema Tchabi et Bonga par le lieutenant-général Louboyan Kachama Johnny. C'était au cours d'une parade mixte FRDC-PNC tenue sur place. C'est un commentaire de Erika Smuisi. Les unités mixtes ici au moral au Zénith disent à leurs commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri qu'ils restent à jamais attachés à leur serment, celui de la défense de la patrie et c'est jusqu'au sacrifice suprême. Au lieutenant-général Louboyan Kachama Johnny maintenant de rassurer sa confiance envers ses compagnons d'armes. Nazalaki awa il y a plus de 2 ans. Boye boyete. Nayebi ke bino boutaki sayo. Quand bozalaki kuna na mungwalu baye kotinda bino awa. C'est-à-dire que bosalaki musala malamu. Toyokani? Na ba oyo bazalaki awa basali musala malamu. Toyokani? Police oyo eza awa bino moko bouti kolanda kuna. Na police na armée ba féliciter bino nyonso balobi ke bosali musala malamu.
Toujours attaché aux valeurs républicaines, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni a transmis à ses hommes en uniforme le message du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo eza ya biso moto akosakana na biso te. Oyo aza awa ye kosakana na biso so ava zonga il faut zonga bazongisi ebembe. Parce que Congo na biso eza ya biso, il faut bamona que biso bana ya Congo biso nde tozosala sacrifice. Le président de la République, commandant suprême, il y a police nationale na armée na FARDC. Motema na ye eza epai na bino. À ta place lelo na tongo tango na ebisi ye que nazoya awa alobi Ces différentes causeries morales du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri visent à raviver la discipline au sein des corps d'armée et d'aiguiser la flamme patriotique dans la protection des populations et la défense de la patrie. Puis les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont-ils se rencontrer à la Maison-Blanche? L'événement annoncé en grande pompe par le président américain Donald Trump en juin dernier semble être renvoyé au calendrier grec. Aucune date n'est fixée pour la rencontre, a déclaré Massad Boulos, proche du président américain et chargé des questions africaines au département d'État. Boulos a assuré néanmoins que le processus pour la recherche de la paix en RDC avance dans la bonne direction. Je vous propose de l'écouter. Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Une autre brève dans ce journal, c'est une annonce en forme de mise en garde. L'opération de contrôle technique obligatoire des véhicules démarre le lundi 29 septembre jusqu'au 3 novembre 2025. À partir de cette date, le contrôle sera doublé des bouclages et des contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par les textes légaux. En la matière, prévient la Régie des fourrières et d'au contrôle technique des véhicules de Kinshasa. Et puis le Centre de recherche en finances publiques et développement local a, dans un rapport publié ce jeudi 25 septembre, révélé des zones d'ombre dans la gestion de près de 195 millions de dollars alloués au Fonds spécial d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani par le FRIVAO, en s'appuyant sur l'analyse de documents comptables et administratifs couvrant la période 2022 à 2024. Le coordonnateur de cette structure, Valérie Manyanga, joint au téléphone, pointe du doigt le ministère de la Justice. Il exige une enquête approfondie à ce sujet. Patience Lokeke. C'est un nouveau scandale
financier qui secoue la République démocratique du Congo. Selon un rapport du Centre de recherche en finances publiques CREFDEL, près de 195 millions de dollars destinés à l'indemnisation de victimes de la guerre de Kisangani auraient été détournés entre 2022 et 2024. Les rapports pointent une gestion opaque des FRIVAO, les fonds spéciaux en charge de cette mission, et met en cause le ministère de la Justice, notamment pour l'utilisation des comptes bancaires non repris dans le loi des finances. Interrogé à ce sujet, les coordonnateurs du CREFDEL, Valérie Madianga, nous donnent les grandes lignes de ces rapports. Nous avons constaté plusieurs irrégularités dans le paiement des fonds d'indemnisation des victimes. Il faut savoir qu'il y avait au moins 105 millions de dollars de ce fonds total que nous avons retracé, qui était censé payer les victimes de la guerre de Kisangani. Et le rapport a fait état d'environ 2 millions de dollars seulement payés sur les 105 millions. Le reste d'argent, le rapport a épinglé différents comptes bancaires où transitent ces différents fonds. Il faut retenir que c'est le ministre de la Justice qui est devenu l'ordonnateur des faits, alors que les décrets portant création de FRIVAO désignent les coordonnateurs comme l'unique ordonnateur reconnu légalement. Du côté du FRIVAO, la coordination rejette ces accusations, évoquant une perception erronée et renvoyant la responsabilité au ministère de la Justice pour la période où l'équipe actuelle était suspendue. Le CREFDEL, de son côté, demande l'ouverture d'une enquête pour identifier tous les responsables de cette situation, une exigence de transparence dans un dossier aussi sensible que celui des victimes des guerres. Et à l'est de la République démocratique du Congo, les enseignants de plusieurs villes du Nord Kivu sont en grève. Ils dénoncent un retard de paiement de salaire accumulé depuis plusieurs mois. L'insécurité est l'une des causes qui justifie cette situation. Un syndicaliste contacté nous en dit un peu plus. Il est au micro de Myriam Likio. À quelques semaines seulement de la reprise des cours dans certaines villes, notamment Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, situées à la province du Nord Kivu, fait face à une crise inquiétante. Plusieurs enseignants dénoncent les non-paiements de leur salaire depuis plus de 5 mois. Une situation jugée intenable par le concerné qui menace désormais de lancer un mouvement de grève si rien n'est fait dans le plus bref délai. Paluku Juscelin, syndicaliste des enseignants du Nord Kivu, nous donne les causes principales de ces arriérés. Dans notre province Nord Kivu, dans certaines zones comme vers Masisi et une partie de Kanyabayonga, les enseignants ont des arriérés de salaire. Ça fait plus de 5 mois, 6 mois. Le gouvernement congolais a déjà décaissé de l'argent. Malheureusement, certaines banques payeuses ne parviennent pas à payer les enseignants compte tenu des problèmes de sécurité. Nous avions déjà prévu des voies et moyens pour régulariser cette situation, notamment la paye par téléphone. Malheureusement, cette mesure n'a jamais été appliquée. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire plus de 5 mois pour pas recevoir son salaire en train de travailler. En attendant une réponse concrète, les enseignants du Nord Kivu maintiennent la pression. Si les salaires ne sont pas versés rapidement, ils affirment qu'ils ne reprendront pas le chemin de l'école. Je l'ai dit en titre, l'épidémie de choléra continue de se propager en RDC. Un bateau en provenance de Kinshasa transportant 192 passagers est arrivé à Bassankusu dans la province de l'Équateur avec à son bord 3 décès et 16 cas confirmés de choléra. Le panel des experts de la société civile appelle à une intervention urgente face à cette situation critique. À Bassankusu, dans la province de l'Équateur, un bateau en provenance de Kinshasa avec 192 personnes à bord est arrivé avec à son bord 3 décès et 16 cas confirmés de choléra. Les maladies ont été prises en charge en urgence à l'hôpital général de référence de ladite ville.
Face à cette situation alarmante, le panel des experts de la société civile lance une alerte et appelle à une intervention rapide des autorités provinciales et nationales. Il demande également l'implication des partenaires humanitaires pour un appui en vivres et en médicaments, ainsi que le renforcement du contrôle sanitaire aux ports et débarcadères de la région. Nous étions surpris hier par nos sources locales au niveau du territoire de Bassankusu, un bateau en provenance de Kinshasa qui est accosté à Bassankusu et arrivé sur place. On nous rapporte le décès de 3 personnes et d'autres plus une dizaine de cas sont internés dans l'hôpital général de Bassankusu. On n'a pas assez de moyens, mais on continuera toujours à sensibiliser. Nous ne consommons pas de l'eau potable dans la province de l'Équateur. Il se pose un problème de l'eau potable. Il y en a ceux qui consomment l'eau du fleuve, il y en a ceux qui consomment comme de l'eau à boire et même des toilettes. Et ça c'est un danger permanent dans notre province. Et c'est comme ça, de notre côté de la société civile, nous lançons un appel aux partenaires et pourquoi pas d'abord localement le gouvernement provincial de faire quelque chose. Et au niveau du central, du gouvernement central, d'apporter un soutien d'après Christophe Yokankumu depuis Équateur, Mbandaka, pour le compte de Géopolice TV. Une situation qui déstabilise la population locale et qui, pour certaines familles, signifie la perte de proches emportés brutalement par cette épidémie. Toujours dans le secteur de la santé, le gouvernement annonce que le nombre des morts dû à l'épidémie d'Ebola est maintenant de 30 personnes emportées par la fièvre hémorragique qui sévit actuellement dans l'espace Kasaï. 2 mois après une pause due à la saison sèche, Kinshasa revient sous les eaux. Dans la soirée du jeudi, la pluie a transformé certains coins de la capitale en champs de ruines, causant des inondations et d'importants dégâts matériels, notamment à Kingabwa, Wenzeambila, ainsi que l'avenue des universités, tronçon rond-point Gaba, dont les travaux sont encore en cours. La situation remet en question l'efficacité des travaux de réhabilitation en cours. Alors que la ville peine à se moderniser, cet événement climatique pousse à croire que certains travaux nécessiteraient d'être revus. Les images des rues submergées et des maisons inondées témoignent de l'ampleur du phénomène. De nombreux habitants se retrouvent piégés, leurs biens endommagés et leur quotidien perturbé. Les Kinois attendent des autorités des actions concrètes pour éviter que de tels événements ne se reproduisent afin que la capitale congolaise puisse faire face aux défis climatiques à venir tout en protégeant ses citoyens. Vous avez plutôt suivi ce reportage de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa jeudi soir, provoquant inondations et dégâts matériels dans plusieurs communes. Des voiries en chantier ont également été touchées, relançant les interrogations sur l'efficacité des travaux de réhabilitation en cours, une situation qui alimente l'inquiétude des habitants à l'approche des nouvelles précipitations. Et puis les pays africains considèrent la transformation numérique comme un levier clé de développement socio-économique pour les prochaines années. Pour atteindre leurs objectifs, ils misent particulièrement sur des partenariats internationaux. Suivez. Le Maroc ambitionne de se positionner comme un hub de la transformation numérique en Afrique et dans le monde arabe via le hub Morocco Digital for Sustainable Development dont le lancement officiel est attendu le vendredi 26 septembre.
En prélude à cette initiative, la ministre de la Transition numérique, Amal El Fallah Seghrouchni, a rencontré à New York le mercredi 24 septembre des responsables de la société technologique américaine Meta ainsi que du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Avec Meta, les échanges ont notamment exploré des opportunités de projets à fort impact pour le continent africain et le monde arabe. Le communiqué du ministère publié sur Facebook indique que les deux parties ont également discuté des pistes de collaboration entre le ministère et Meta, notamment dans les domaines de la formation et du développement des compétences, de la recherche et de l'innovation en intelligence artificielle, afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le Hub Morocco Digital for Sustainable Development est le fruit d'un protocole d'accord signé entre le PNUD et le Maroc en juillet dernier à l'occasion des Assises nationales de l'intelligence artificielle. Ce centre d'excellence arabo-africain vise à soutenir les pays dans le renforcement des services publics numériques, la promotion d'une utilisation responsable de l'IA et la mise en place des systèmes institutionnels et réglementaires propices à la transformation numérique et contribuant au développement durable dans les deux régions. Le PNUD précise que cette collaboration s'appuie sur le leadership du Maroc en matière de gouvernance numérique, d'IA et de sciences de données. Le pays est classé 90e mondial et 4e en Afrique à l'indice de développement de l'e-gouvernement des Nations Unies 2024. Le Royaume a enregistré un score de 0,6841 sur 1, supérieur aux moyennes africaines et mondiales. Il a d'ailleurs lancé sa stratégie Digital Morocco 2030 en septembre 2023 pour renforcer ses acquis dans le domaine de la transformation numérique et accélérer son développement socio-économique à l'horizon 2030 avec une contribution au PIB attendue à 100 milliards de dirhams, environ 11 milliards de dollars. Ce journal est terminé, mais avant de la boucler complètement, je vous rappelle ses principaux titres. La RDC et le Rwanda ont promis, selon le département d'État américain, d'entamer l'application du plan harmonisé de la paix à partir du 1er octobre. Ce plan harmonisé implique la neutralisation par le Congo des FDLR et le retrait par le Rwanda de ses troupes déployées en terre congolaise. Vous avez également suivi l'épidémie d'Ebola qui continue de faire ravage en RDC, cette fois-ci avec l'arrivée d'un bateau en provenance de Kinshasa au Bassan-Koussou, transportant 192 passagers avec à son bord 3 décès et 16 cas confirmés de choléra. À l'international, vous avez suivi la transformation numérique qui est considérée comme levier clé de développement socio-économique par les pays africains pour les années prochaines. Il mise particulièrement sur des partenariats internationaux pour l'atteinte de leurs objectifs. Les développements de tous ces éléments, vous les avez eus dans ce journal. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos